Yo la team, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle vidéo. J'en avais pas beaucoup parlé sur les réseaux, mais depuis quelques temps, je réfléchissais en fait à faire cette vidéo. Donc le titre, ça va être sans doute les tailles et la mode. Ou du moins en fait les tailles et le prêt-à-porter, parce que c'est un sujet dont on parle pas beaucoup. Franchement, j'ai un peu galéré pour faire toutes mes recherches parce que pour moi c'était important en fait d'avoir vraiment des sources, du vrai contenu en fait, pas juste vous donner en fait mon avis sur la question du rapport entre les tailles et la mode. Et c'est vrai que ces dernières années j'ai l'impression que je sais plus trop quelle taille je fais. Donc il y a deux facteurs à ça. Le premier c'est que bah en fait on va dire que chaque enseigne a un peu ses propres tailles qui sont pas du tout universelles. Et il y a aussi autre chose, c'est que ça fait un petit moment déjà que je travaille beaucoup avec ma créatrice, ce qui fait que j'achète de moins en moins de vêtements en fait, et donc je perds un peu l'habitude de voir quelle est ma vraie taille, du moins ma taille du moment. Donc voilà, ce que je vais vous proposer, c'est en fait de voir plusieurs gros points. Donc le premier, ça va être le problème en fait du guide des tailles qui est plus ou moins spécifique à chaque enseigne et non pas à chaque pays comme on pourrait le penser. Après ça en fait on va vraiment essayer de voir ensemble, est-ce que c'est un problème récent ou est-ce que ça fait un peu plus longtemps. En fait depuis combien de temps est-ce qu'on a ce décalage entre les tailles et le prêt-à-porter. Et dans un dernier temps on verra ensemble en fait les différentes solutions qu'on peut trouver aujourd'hui, que ça soit les marques inclusives ou peut-être même le sur-mesure qui est de plus en plus, je dirais, abordable, dans le sens où quand on regarde certains vêtements de prêt-à-porter qui valent assez cher alors que ça reste de la fast fashion, pour peut-être 10 € de plus on peut très bien avoir un vêtement sur mesure. Donc voilà les trois gros points. En fait ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais vous mettre ici de ce côté là toutes les informations, tous les extraits d'articles, et peut-être même en barre d'informations en fait je vous mettrai directement les liens vers les articles, comme ça si ça vous intéresse ça sera beaucoup plus simple pour vous. Ce que je dis c'est des recherches que j'ai faites. Si vous avez d'autres informations n'hésitez vraiment pas à les mettre directement en commentaire, parce que pour moi c'est aussi important d'avoir peut-être des informations que j'avais pas vues ou dont j'avais pas conscience, donc n'hésitez vraiment pas, ça reste vraiment de l'échange. Donc en fait le problème majeur avec les différents guides de taille, c'est qu'on n'arrive plus du tout à s'y retrouver et on ne sait plus quelle taille on fait dans quelle marque. J'ai travaillé 3 ans dans le prêt-à-porter et j'ai eu beaucoup de clientes qui me disaient oui mais dans telle enseigne je fais telle taille et ici je fais pas du tout la même taille, ou il y a 5 ans je prenais du S, ça m'allait très bien, maintenant il faut que je prenne du XS. Donc en fait c'est plein de réflexions, que ça soit au sein même du prêt-à-porter ou au sein même d'une même enseigne. Donc il faut savoir plusieurs choses. C'est que premièrement l'histoire du guide des tailles ça date pas d'hier en fait, c'est quelque chose qui a été vraiment mis en place il y a déjà plusieurs années, et donc en fait ça a été mis en place de manière assez simple on va dire et assez précise, parce qu'en fait pour connaître sa taille, je vous expliquerai ça plus tard, mais il y a un calcul simple à faire. En fait pour connaître sa taille, normalement ce qu'on est censé faire c'est prendre ses mensurations. Très souvent en fait on va prendre en compte surtout 3 mensurations, ça va être le tour de poitrine, le tour de taille et le tour de hanche et ou de bassin. Et à chaque fois qu'on prend ces mensurations là, on les note. Après ça on va se référer au tableau du guide des tailles et normalement sur la ligne où il y a le plus de concordance, à ce moment là ça sera notre taille. Le problème c'est que ce tableau ne prend pas du tout en compte vos morphologies. Ça veut dire qu'une personne qui est taillée en H par exemple et une personne qui est taillée en A, je vous mettrai ici des schémas histoire que vous puissiez un peu voir de quoi est-ce que je parle. Les vêtements qu'elles vont porter ne tomberont pas de la même manière, et parfois en fait on va prendre un vêtement et au vu de notre morphologie ça va pas du tout nous aller, sauf qu'on va pas forcément le comprendre tout de suite. Donc le guide des tailles c'est cool pour comprendre les bases, mais on a aussi la question de la morphologie. Donc en fait au niveau des morphologies, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs types de morphologie. Il faut savoir que la morphologie dite idéale reste le 8. Je vous donne en centimètres, ça vous fait 80, 60, 80. C'est une silhouette type idéale qui ne représente pas du tout la majorité des Français,
Donc la majorité des françaises, il faut savoir qu'elles font un H ou un A, mais la majorité des vêtements, ironiquement, sont coupés sous la taille, enfin sous la silhouette 8. Ce qui fait que, en fait, juste à partir de là, on peut peut-être s'arrêter et faire un point, c'est que il y a une réalité. Les vêtements qui sont coupés aujourd'hui ne correspondent pas à toutes les morphologies et en fait ils correspondent à une morphologie dite parfaite qui ne représente pas du tout la majorité des clientes françaises. Donc juste là il y a un très gros souci. Et il y a aussi autre chose que je ne vous ai pas évoqué, c'est que la majorité des vendeurs aujourd'hui dans le prêt-à-porter, que ça soit H&M, Zara, Kiabi, etc., ne sont pas formés en fait à prendre des mensurations, à vous donner votre taille exacte. On le faisait fut un temps, moi je me souviens que aux Galeries Lafayette par exemple, quand j'étais toute petite, je me souviens, genre il y avait des personnes avec des maîtres, notamment pour tout ce qui était lingerie. Encore aujourd'hui, dans certaines toutes petites boutiques de lingerie, il y a encore ce système-là qui est mis en place, mais qui tend à disparaître parce qu'on a la mondialisation et on a la fast fashion qui sont là et qui font pression. Autrement dit, je n'ai pas le temps de vous conseiller parce qu'il faut que je sois en caisse, parce qu'il faut que je vende toujours plus et limite, pour certaines grandes enseignes, c'est plus simple que le client par exemple achète une taille et après finalement prend l'autre taille ou va en cabinet CH essayer les deux tailles, plutôt qu'un vendeur soit missionné pour le conseiller. Alors qu'à la base, la vente, c'est conseiller le client. Aujourd'hui, on s'éloigne de plus en plus du vrai conseil en fait, qui reste quand même la question des mensurations. Parce que je ne peux pas conseiller une cliente si je ne connais pas ses mensurations, si je ne connais pas mon tableau en fait de guide de taille et si je ne connais pas sa silhouette. Si ça je le connais pas, je ne peux pas l'aider à lui dire est-ce que ce chemisier va plutôt bien lui aller ou pas, est-ce que ce pantalon c'est sa taille ou pas. Donc juste ces deux points là, je trouve que c'est assez important de les souligner. Le troisième point maintenant, c'est comment connaître sa taille. En fait, il y a un calcul au-delà même du tableau que je vous ai expliqué, il y a un calcul à faire qui est assez simple, je vais vous le mettre juste ici. Donc dans le calcul, qu'est-ce qu'on voit? On voit en fait qu'on va, à la suite de ce calcul-là, on va avoir un résultat et ce résultat-là, on va essayer de voir quelle taille au-dessus s'approche le plus. Par exemple, là, si ça donne un 39, la taille que je vais faire, ce sera un 40. On prend toujours au-dessus, pas en dessous. C'est juste une question de bon sens à mon goût. Après, on peut toujours prendre en dessous, mais le risque, c'est qu'on va être un peu serré dans nos vêtements. Et l'idée, en fait, c'est d'être à l'aise. Il faut savoir que les tailles, ça reste un chiffre. Il faut vraiment complètement dédramatiser le truc. Les tailles, c'est juste un chiffre. Et ça n'indique pas du tout le gras qu'on a dans notre corps, ni notre ossature, ni rien du tout. C'est juste un chiffre. Et pour moi, il faut vraiment apprendre à complètement dédramatiser le fait de se dire « Ah ouais, je fais un 44 » parce que dans nos sociétés, j'ai l'impression que faire un 44, c'est un peu grave, genre c'est presque pas bien. J'ai l'impression que faire un 34-36, c'est vert. Faire un 38-40, ça va, c'est bien, c'est pas mauvais. Mais à partir du 40, on va dire 42, 44, c'est orange. Et au-delà du 44, ah mais c'est rouge, c'est pas bien du tout. Pourquoi pas, mais en fait ça reste juste un chiffre. On peut expliquer notre poids avec des machines aujourd'hui. On peut connaître en fait le pourcentage de gras dans notre corps, le pourcentage de muscles. On peut dire aussi, il y a des personnes qui ont des maladies, il y a des personnes qui se sont fait des fractures, donc elles ont dû arrêter le sport, etc. etc. Ça veut dire que en fait, vraiment, votre taille c'est juste un chiffre. C'est comme votre pointure. Vous avez des grands pieds, vous avez des petits pieds. Vous pouvez toujours prendre une taille en dessous, mais vos pieds vont juste vous faire mal. Enfin, vraiment dédramatiser l'histoire de je fais telle taille et ça me réduit à être une personne de corpulence moyenne ou de forte corpulence. En fait, dans la vraie vie, on s'en fiche tant que vos vêtements vous plaisent et tant qu'ils vous vont. S'il vous plaît, prenez des vêtements qui vous vont en fait. Parce que franchement, prendre un 38 alors qu'on fait un 42, comme je vous ai dit, j'en ai vu des clientes qui faisaient ça. Je vois pas, enfin vraiment, je ne vois pas l'intérêt. Je pense que c'est psychologique et peut-être qu'il faut régler ce souci-là. Mais ou sinon, vraiment, genre, apprenez à, tout doucement mais sûrement, à aimer votre corps. Et c'est pas la fin du monde si vous faites un 46. Après, là, je parle pas de problèmes de santé, Après donc cette première partie, je me suis posé la question de est-ce que c'est un problème récent? Est-ce que ce n'est que ces, on va dire, 20 dernières années qu'on a un vrai souci entre tous les guides de taille des différentes marques
et notre vraie taille, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est récent? Depuis combien de temps est-ce que ça existe? Est-ce que dans les années 50 par exemple, on n'avait qu'un seul guide de taille pour toute la France? Est-ce qu'il y a un guide de taille par pays et c'est vraiment respecté ou pas? Est-ce qu'on a peut-être la volonté aussi de marquer les personnes qui sont considérées comme hors normes? D'ailleurs, je reviendrai sur le terme d'hors normes. Aujourd'hui, on va beaucoup parler de marques qui sont inclusives, où on va pouvoir trouver des tailles pour les grandes pour les personnes grandes. On va pouvoir aussi trouver des tailles pour les personnes petites. On va pouvoir trouver pour des personnes très fines, genre le 32-34, ça existe. On va aussi trouver des tailles pour du 60. Mais la question c'est, est-ce que vraiment c'est quelque chose de concret ou pas? Et est-ce qu'on n'a pas en fait envie de masquer, on va dire, cette partie hors norme de la société qui ne l'est pas forcément. En fait, on n'est pas hors norme, c'est juste, voilà, on ne fait pas les tailles standards. En fait, il faut comprendre quelque chose. C'est que dans les années 50 et dans les années 70, il y a eu une moyenne qui a été établie, donc pour la femme et pour l'homme. Donc il y a eu la moyenne de la taille en centimètres, il y a eu la moyenne aussi de la taille de vêtements, de la taille de chaussures, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Aujourd'hui, on est en 2021, vous imaginez bien que ça a beaucoup bougé. Et en fait, le constat est assez simple, les femmes sont plus grandes et sont plus fortes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, le gabarit moyen a évolué, il est différent. Donc de ce fait, il y a eu forcément un guide de taille qui a été mis à jour pour pouvoir en fait correspondre au gabarit actuel. Ça, il n'y a aucun souci. Et au vu en fait de cette modification du gabarit qui ne dépend pas de nous, il y a eu un effet psychologique qui a été appelé le vanity sizing, qui est assez étrange et super intéressant. J'en avais jamais entendu parler jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'à ce que je fasse toutes mes recherches. Et en fait, le vanity sizing, c'est le fait de flatter l'ego de la cliente en lui faisant croire qu'elle fait une taille de moins ou deux tailles de moins qu'elle ne fait réellement. Par exemple, un 38 dans les années 50 correspondrait plus ou moins à un 40, limite 42 aujourd'hui. Et en fait, on parle pas du tout de ça. Et psychologiquement, au lieu de dire à une cliente qu'elle fait un 42, on va lui dire qu'elle fait un 38. Et donc, ça va la flatter. Et à partir de là, on va créer une envie justement d'acheter et de surconsommer. En fait, il est là. Le vanity sizing, c'est la base même de la consommation à outrance qu'on a dans nos sociétés. Ce qui fait que la personne qui pense qu'elle a peut-être pris un peu du poids ou qu'elle va peut-être pas trouver son bonheur, elle va trouver plénitude de vêtements qui lui aillent et en plus dans une taille qu'elle rêverait de faire et que, au vu en fait de ce qui est écrit, elle fait, et donc elle va consommer. Et ça a été vraiment révélé avec, en fait ça fait à peu près une dizaine d'années, ça a été de plus en plus visible avec l'essor du e-commerce. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, quand on allait dans un magasin, on essayait une taille, c'était pas la bonne, c'est pas grave, on en prenait une autre et fin de l'histoire. Sauf que quand il y a le e-commerce qui arrive, il y a la question de l'échange et la question du retour. Comment est-ce que je fais si ça ne me va pas? Et beaucoup de personnes ne savent pas prendre leur mensuration, donc elles ne vont pas se référer en fait au guide de taille qui est mis en place dans ce site-là spécifiquement. Elle va se dire, moi d'habitude je fais un 40, donc je prends un 40 et finalement en fait le 40 il est vraiment trop petit. Et là elle va préférer ne pas acheter sur internet parce que ça va être compliqué par rapport au retour. Aujourd'hui c'est plus le cas, mais il y a aussi se dire en fait finalement c'est un peu moins flatteur, on va dire ça comme ça, que les magasins où j'ai l'habitude moi d'acheter. Donc il y a cette notion là aussi à prendre en considération. On comprend aussi que le gabarit il a évolué et donc les tailles de ce fait ont été modifiées, mais que ça a créé une espèce de dépendance et à partir de là en fait on va toujours nous pousser toujours à plus consommer, et en fait c'est juste flatter notre ego pour grappiller notre porte-monnaie et franchement ça fonctionne, hein. Vraiment les chiffres parlent d'eux-mêmes, ça fonctionne très bien. Concernant la question de est-ce qu'on essaye de marquer les personnes considérées comme hors normes, je dirais que oui et non, dans le sens où une femme sur 3 et un homme sur 6 trouvent difficilement en fait leur bonheur dans les anciennes actuelles et c'est vraiment une question qui reste un peu en suspens finalement parce qu'on a envie de se dire mais aujourd'hui avec les e-commerce, avec
l'essor de tous les entrepreneurs, de toutes les marques qu'on a pu entendre, il y a quand même beaucoup de personnes qui ne trouvent pas leur taille. Pourtant, sur le papier, en France, on peut trouver des vêtements jusqu'en taille 50, que ce soit en ligne ou en magasin. Mais en fait, là, on va se confronter à une autre question, c'est que ces personnes-là ne trouvent pas forcément le style qu'elles recherchent. Il y a des vêtements, mais c'est pas forcément, en fait, ça correspond pas forcément à leur propre style. Mais avant de vous parler de tout ça, je voudrais quand même revenir sur quelque chose qui est assez intéressant. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, dans les années 50, il y avait un gabarit type qui avait été fait. En 2005, une étude a été faite, une étude qui a duré, je crois, 2 ans, si je vous dis pas de bêtises, de 2003 à 2005. Donc c'est assez conséquent, où on a recensé un peu plus de 11 000 femmes de 5 à 70 ans pour en fait connaître un peu les morphologies actuelles et le nouveau, on va dire, gabarit. Le seul petit souci, c'est que ça a été mis à jour 35 ans après la dernière mise à jour et que là on est quand même en 2021, donc 2005 ça date un peu. Le gabarit type, je suis persuadée qu'il a pu évoluer entre temps et aujourd'hui ça n'a pas été mis à jour, donc il y a quand même un autre fossé qui est en train de se creuser et on se demande est-ce qu'ils vont faire ça seulement tous les 35 ans, auquel cas en fait il va y avoir beaucoup de personnes qui vont pas du tout trouver leur compte et il va avoir beaucoup de demandes auxquelles on n'aura pas forcément d'offres tout de suite et ça je trouve que c'est assez dommage. Donc ça c'est par rapport au fait que en fait ça explique vraiment le rapport finalement entre le guide de taille et la réalité. C'est ça aussi le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même un fossé qui est en train de se créer depuis plusieurs années maintenant entre le guide de taille et la réalité et ce fossé là en fait personne ne semble vouloir y répondre, si ce n'est, à mes yeux, les petites et moyennes entreprises, ou sinon en fait directement les petits créateurs. Mais ou sinon les autres personnes ne voient pas forcément l'intérêt d'y trouver une solution, parce que si on trouve une solution aux personnes qui sont dites hors normes ou qui ne trouvent pas leur bonheur, peut-être qu'on va perdre en fait de la clientèle. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En gros, c'est simple. Si je vous pousse toujours à surconsommer, ok, il n'y a pas de souci. Donc en fait, vous allez prendre tout ce que je vous donne. Maintenant, si je vous l'apporte en disant qu'on pourrait s'habiller autrement, qu'on pourrait consommer différemment et que finalement, vous qui êtes petite ou qui êtes grande ou qui êtes un peu plus enveloppée ou qui êtes en telle ou telle morphologie, je peux complètement répondre à votre besoin. Ça va me coûter de l'argent. Parce qu'en fait tout ça coûte énormément d'argent en termes de publicité, d'explication, mais aussi en termes de fabrication. Si un modèle, je dois le produire en 3 ou 4 morphologies, ça me coûte forcément beaucoup plus d'argent que si je le produis en une seule morphologie et que je fais croire, et c'est là que c'est intéressant, et que je fais croire à la cliente que c'est son corps le problème et pas le vêtement. Et c'est bien là en fait le cœur même du souci à mes yeux, c'est qu'on a fait croire aux Françaises que leur corps ne correspondait pas aux vêtements, alors qu'en fait ce n'est pas au corps de s'adapter aux vêtements, mais c'est aux vêtements de s'adapter au corps. Je dis ça, je vous laisse méditer dessus, parce qu'en fait on fait vraiment croire aux personnes que en fait la question elle est simple, c'est comment se sentir bien quand les vêtements que j'essaye ne me vont pas, soit par rapport à la taille, soit par rapport à la morphologie. En fait, à ce moment-là, je vais commencer soit à culpabiliser, soit à me remettre en question. Et qu'est-ce que je vais faire? Bien entendu, je vais surconsommer parce que c'est pas très compliqué, hein, c'est un cercle très bien ficelé. Et en fait, quand on va pousser comme ça à l'excès de surconsommation pour combler en fait ce manque, on va juste avoir plus d'argent. Et l'idée, c'est de toujours avoir plus d'argent, c'est pas de répondre à un vrai souci, parce que si je réponds à ce souci là, vous allez beaucoup moins consommer. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'assez intéressant je trouve. Sachant que, comme je le disais en début de vidéo, à mes yeux, toutes les tailles au-delà du 44, elles viennent d'être normalisées. Ça veut dire qu'il y a à peu près 10 ans par exemple, trouver du 44 ou plus dans les enseignes lambda, c'était assez compliqué. Ou sinon, aujourd'hui encore, on va trouver du 44 jusqu'au 52 sans aucun souci. Mais pour les personnes qui ont 50 ans et plus, ça veut dire que en fait, quand on est jeune, on n'a pas le droit de faire au-delà d'un certain point ou du moins au-delà d'une certaine taille. Ou sinon, on va devoir s'habiller avec des vêtements qui ne nous correspondent pas, qui ne nous représentent pas. Comme je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, pour moi les vêtements c'est une partie de notre personnalité. Ça n'incombe que ma personne, hein, chacun fait ce qu'il veut. Mais en fait moi quand je m'habille, ça reflète souvent une partie de ma personnalité. Et en fait quand je suis complètement limitée, que je ne peux pas m'habiller et que donc je ne peux pas m'exprimer,
C'est vraiment un frein et ça m'embête énormément parce que moi j'ai eu la chance d'avoir la créatrice avec qui je collabore depuis un moment et dont je vais vraiment faire une vidéo dans peu de temps normalement. Mais sinon en fait comment est-ce qu'on fait? Si je sais pas moi on a on n'a pas en fait le gabarit moyen, comment est-ce qu'on fait? Soit on s'habille dans des magasins spécialisés avec un style très très différent, ou sinon on va dans les rayons 50 ans et plus, mais dans les deux cas en fait ça ne nous correspond pas du tout. Et donc à ce moment-là on va juste détester notre corps et on va commencer à surconsommer peut-être d'autres choses, ça peut être des accessoires ou sinon on va surconsommer dans les certains e-commerce comme Shein et compagnie parce que eux au moins ils vont pouvoir avoir nos tailles mais ça reste très 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 récent. Et c'est un problème qu'on va pas résoudre tout de suite, juste parce que, comme je vous l'ai dit, c'est beaucoup plus simple de laisser ce genre de problème-là. Et ça, c'est vraiment... En fait, le fait qu'on trouve, on va dire, des vêtements au-delà du 44, stylés, qui correspondent quand même à pas mal de styles différents, je trouve qu'il y a beaucoup de pays qui jouent le jeu. Certaines enseignes, c'est assez timide en France, qui commencent un peu difficilement à jouer le jeu, mais ça va être à mes yeux surtout sur internet, notamment avec ASOS, Zalando. Pour moi ça fait partie un peu des pionniers qui nous permettent aujourd'hui d'avoir des vêtements on va dire intéressants au-delà de certaines tailles. Par exemple je sais qu'au-delà du 50 en France ça reste assez limité, mais grâce à internet aujourd'hui on peut se procurer des vêtements. Moi je sais que pendant longtemps j'utilisais j'allais souvent en fait chez New Look. Ça fait quelques années maintenant ils ont fermé leur boutique en France, mais New Look aussi en fait pour moi c'est vraiment une enseigne qui joue le jeu. Ça veut dire que depuis des années, mais vraiment des années, il y a des vêtements pour les personnes grandes, pour les personnes petites, pour les personnes qui ont je sais pas moi des larges pieds, pour les personnes qui font des toutes petites tailles. Je me souviens le 32 je l'avais vu chez eux et je savais même pas que ça existait. Pour les personnes très fortes, vraiment en fait je trouvais qu'il y avait un choix, il y avait un panel incroyable en termes de possibilités et je considérais un peu ça comme une marque inclusive. Je reviendrai sur la question tout à l'heure. Il faut aussi savoir qu'il y a un petit souci que j'avais compris il y a longtemps mais que j'étais pas sûre qu'il était vraiment réel, et en travaillant dans le prêt-à-porter c'est une réalité. C'est qu'on va beaucoup plus produire des tailles comme le 36, le 38 que des tailles comme le 40-42, alors que la moyenne des Françaises porte beaucoup plus du 40 que du 36. Et il me semble que dans l'ordre des moyennes, on a des 40, 42, 44 et après on passe au 38. Et pourtant aujourd'hui dans les magasins on va trouver beaucoup plus de 36, 38 voire même du 34 et c'est bien, hein. C'est bien de répondre en fait à la clientèle. Mais moi il y a un vrai gouffre là qui se crée et je ne le comprends pas du tout. Comment est-ce que ça se fait qu'il y a quand même plus de 13% des femmes françaises qui portent du 44 et qui ne trouvent pas leur taille dans beaucoup d'enseignes? J'ai même pas besoin de les citer. Il y a des enseignes par exemple qui font des faux 44 parce qu'en fait quand on essaie de rentrer dans ce 44 là on comprend que limite c'est du 40. Donc ça aussi ça reste dans l'idée de frustration, consommation, hein, c'est toujours un combo gagnant. Et il me semble qu'il y a quelques années déjà il y avait eu plusieurs buzz, on va dire ça comme ça, avec j'ai deux enseignes en tête, c'est Victoria's Secret et Abercrombie. C'était il y a longtemps, hein. Franchement ça remonte, j'essaierai de vous retrouver les articles et en fait très concrètement c'est des enseignes où c'était pas du tout all inclusive, hein. C'était non, là c'est que pour les minces peuvent s'habiller, les autres débrouillez-vous. Alors qu'il y a des personnes qui sont minces mais qui sont pas bien dans leur peau, alors qu'en fait être mince ça veut un peu rien du tout dire, parce que si on me dit ouais ça c'est que pour les personnes qui sont bien dans leur peau, why not, mais ça c'est juste pas le cas. Donc je ne vois pas du tout l'intérêt de faire ce genre de commentaires parce qu'en plus c'est très dénigrant et ça renvoie toujours l'idée de les personnes grosses ou enveloppées ou en surpoids, appelez ça comme vous voulez, ne méritent pas finalement de s'habiller comme les autres, alors que en fait c'est juste un peu plus de tissu pour certaines tailles. Et là en fait je vais justement arriver au dernier point, la question en fait des différentes solutions.
Dans un premier temps, je veux absolument revenir sur la question de l'inclusivité. On a tendance à penser qu'on vit dans un monde de bisounours où il suffit de rajouter juste un peu de tissu et bim, ça match parfaitement. C'est simple, un vêtement en 36 et un vêtement en 52 ne pourront jamais être faits de la même manière si vous voulez en fait garder la même qualité. Et ça, j'ai mis pas mal de temps à m'en rendre compte parce qu'il y a beaucoup de marques qui vont faire par exemple du 34 ou 52, sauf que ces marques-là ne prennent pas du tout en considération les différentes problématiques que va rencontrer certaines tailles, que vont rencontrer certaines tailles. Par exemple, certaines personnes vont avoir les cuisses qui se frottent beaucoup. Et donc, en fait, dès lors qu'on fait ce constat, ça reste logique, mais c'est pas mis en place. Si les personnes ont des cuisses qui se frottent beaucoup, qu'est-ce qui va se passer? En fait, le tissu, il va facilement se déchirer, s'effriter, voire même se découdre. Il n'y a pas de souci. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Logiquement, on va renforcer la couture, on va même doubler cette partie-là pour éviter justement que ce vêtement-là s'abîme beaucoup plus vite qu'une personne qui n'a pas les cuisses qui frottent. Le problème dans le haul inclusif, c'est qu'on veut vous faire croire qu'il suffit de rajouter un peu de tissu et que finalement, genre une personne qui fait un 36 et une personne qui fait un 56, c'est à peu près la même chose. Alors que la question en fait de la morphologie, plus on va dans les tailles hautes, plus elle est visible. Une personne qui fait un H par exemple, mais qui fait un 36 et une personne qui fait un H en 46, le H en 46 il est beaucoup plus visible qu'en 36. Ça veut dire que la personne qui fait un 36, elle peut plus ou moins le camoufler, ou pas, c'est son choix, mais la personne qui fait un 46, si le vêtement il est coupé en H alors que elle c'est, je sais pas moi, un V, ça va être beaucoup plus visible. Ce qui fait que il faut vraiment prendre des pincettes quand on utilise le terme inclusif. Il y a aujourd'hui des marques qui sont inclusives, il n'y en a pas beaucoup parce que en fait l'inclusivité c'est cool, mais il y a aussi la réalité. Je ne peux pas faire des vêtements de la même manière pour une personne qui fait un 36 que pour une personne qui fait un 46, c'est une réalité. Et soit je m'investis complètement et je me dis ok, je vais vraiment bien faire les choses et je vais faire des recherches, parce qu'il faut vraiment faire des recherches par rapport aux personnes qui sont, on va dire, en plus size, donc que ça soit à partir du, il me semble que 46 fait partie du plus size, mais là je suis pas sûre, on va dire du 46 jusqu'au, allez, je sais pas, 54. Mais il faut vraiment faire des recherches pour comprendre genre quelle est la problématique de ces personnes-là, comment faire en sorte de leur apporter des vêtements de qualité qui vont durer et qui vont leur plaire. Et peut-être qu'aujourd'hui, il y a une autre question aussi qui est complètement sous-jacente, c'est en fait on s'habille avec des vêtements qui sont très souvent faits on va dire de manière pas très éthique. Et la question c'est finalement, aux yeux de toutes les recherches que j'ai pu faire, je comprends que la majorité en fait des entreprises se basent sur une morphotype qui est quasiment inexistante, que la majorité des entreprises décident en fait d'arrêter, on va dire, leur collection à une certaine taille, et que la majorité des entreprises de prêt-à-porter, que ça soit, enfin toutes celles qu'on connaît, que ce soit Zara, H&M et compagnie, ou même Mango par exemple, que ces entreprises-là, finalement, ça reste de la fast fashion. En fait, moi je trouve que le prix il est un peu trop élevé pour ce que c'est. Tu vas acheter un vêtement, tu vas le payer, allez, on va dire 15 euros. Au bout de 3, 4 à 5 lavages de machine, il est foutu. Donc premièrement, t'as gaspillé un peu 15 euros. Parce que peut-être que si t'avais mis le double, il aurait vécu un peu plus longtemps. Deuxièmement, aujourd'hui on peut plus du tout fermer les yeux sur comment est-ce que les vêtements sont faits. Troisièmement, on ne peut plus non plus fermer les yeux sur la surpollution qu'on est en train de produire. Ça. Et oui, quatrièmement, il y a aussi le fait que en fait, ces vêtements-là ne sont pas du tout taillés pour la majorité des personnes. Et en fait, c'est simple, si tu fais pas un 36-38 en morpho 8, ça va être un peu compliqué, tu vois. Donc tout ça, je le mets de côté. Et d'un autre côté, on va avoir les jeunes créateurs. Et il y a de plus en plus de jeunes créateurs justement qui décident de mettre en place soit des collections capsules ou même des lignes pour les plus size, pour les personnes petites,
pour les personnes grandes, mais surtout qui font en sorte d'avoir une éthique. Ça veut dire que ce n'est pas produit par des enfants, c'est produit par des adultes qui sont correctement payés dans un espace de travail respectable. En fait, c'est juste le minimum syndical qu'on demande, hein. Mais j'ai l'impression qu'on a tendance à oublier tout ce qui se passe vu que c'est un peu loin, que c'est produit un peu loin, ben c'est pas grave. Et au-delà de ça, c'est un vêtement qui va vivre beaucoup plus longtemps. Donc on va voir les créateurs d'un côté. De toute façon, aujourd'hui, on en connaît forcément. Il y a beaucoup d'entreprises qui se sont lancées. Et selon nos styles, il y a vraiment plénitude de jeunes marques qui viennent de se lancer et qui sont super intéressantes et dont la qualité vraiment, elle est irréprochable. Mais il y a aussi quelque chose qui tend, je pense, à revenir. Je pense que d'ici 5-10 ans, ça reviendra peut-être un peu plus. C'est le sur-mesure. Le sur-mesure, on a souvent tendance à penser que c'est extrêmement cher. Moi, la première, hein. Je pensais que ça allait être super cher et ce que je faisais, c'était en fait que tout simplement je contactais certaines personnes, modélistes, stylistes, et qui proposaient ce genre de choses et je leur disais voilà je veux faire ça, donc je leur envoie la photo, je donne aussi mes mensurations, est-ce que je pourrais avoir un devis finalement? Et en fait je me rends compte que en fait c'est pas si cher que ça, vraiment, c'est pas si cher que ça, parce que j'ai fait faire je sais pas combien de pièces, franchement je pourrais même pas vous dire parce que ça doit faire peut-être 6-7 ans maintenant, mais j'ai fait faire tellement de pièces que je me rends compte que en fait non, c'est vraiment pas si cher que ça. Parce que si je prends en fait un vêtement qui est je sais pas moi, chez Zara par exemple, vous voyez juste le prix, vous rajoutez souvent entre allez 5 et 10 euros selon la complexité du vêtement et vous avez un vêtement qui vous va parfaitement, où vous n'êtes pas trop serré, qui va beaucoup plus durer. Et en fait aussi, le service client il est important, hein. Je sais pas toi, mais pour moi le service client il est primordial. Quand je vais chez ma créatrice, qu'on discute des modèles, qu'elle me propose de nouvelles idées, qu'on élabore ensemble des modèles, parfois en plus ça m'est arrivé. En fait je vais vous mettre ici la photo du modèle que je voulais et ici la tenue finale. À la base je voulais ça. Et elle m'avait fait un schéma que j'avais mal interprété. Ça arrive à tout le monde, c'est pas grave. Le tissu était déjà acheté, elle avait déjà coupé en fait dans la robe, etc. Sauf que moi, c'était pas ce que je voulais. J'étais vraiment restée sur mon idée de bah moi je veux ça et je veux rien d'autre. Finalement, je lui ai fait confiance. Et elle m'a beaucoup rassurée, elle a su vraiment me rassurer, elle a utilisé les bons termes, etc. Et elle m'a produit ça. Et la vérité pour moi, ça, c'est juste une œuvre d'art. C'est une robe que je voulais depuis très longtemps. Je voulais absolument cet hiver avoir une robe en marron. Je sais premièrement qu'elle me va parfaitement. D'ailleurs, la créatrice avec laquelle je travaille, j'aime beaucoup parce qu'elle m'explique aussi comment est-ce qu'elle travaille. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'elle me laisse toujours du rab, en fait, de tissu à l'intérieur. Donc, si par exemple, un jour, je grossis, on peut toujours, en fait, modifier finalement les coutures. Ce qui fait qu'il y a toujours, voilà, moyen de moyenner, on va dire ça comme ça. Et elle m'explique aussi pourquoi est-ce qu'elle fait ça comme ça, qu'est-ce qu'elle me conseille. À chaque fois elle m'explique voilà, là on peut faire telle chose, là on peut faire telle chose. Ce que je te conseille c'est plutôt de faire ça parce que ceci et cela. Et en fait je trouve que c'est super intéressant. C'est grâce à elle que je connais par exemple toutes mes mensurations. Moi je les connais par cœur aujourd'hui. Et ça me permet aussi de savoir quand je grossis, quand je maigris, etc. Et c'est pas en fait juste sur une balance, c'est pour de vrai. C'est quelque chose que j'emploie aussi quand j'achète sur internet. Je sais exactement quelles sont mes mensurations, donc c'est assez simple. Et au-delà de ça, c'est vraiment mon vêtement à moi. Je sais que personne dans le monde ne pourra avoir exactement le même. Ça fait peut-être genre un but sa personne, mais j'aime beaucoup les pièces en quantité limitée, mais qu'il ne faut pas payer une blinde parce que très concrètement, genre aujourd'hui quand on dit quantité limitée, c'est à partir de 2000 euros, etc. Là, c'est pas le cas. Là, en fait, c'est juste, je lui demande de me faire un vêtement, elle me fait des propositions et à la fin, ça devient une création. Et cette création-là, personne ne peut l'avoir. Et même si la personne a exactement la même, vu qu'on n'a pas le même corps, ça ne tombera pas de la même manière. Et vu que c'est du sur-mesure, de ce fait, j'ai une tenue complètement genre unique. Vraiment, c'est le terme, il est unique. Quant aux vêtements qu'elle a pu me faire, comme je vous avais déjà dit,
En termes de qualité de tissu, il n'y a rien à dire. Vraiment, j'ai acheté plein de vêtements dans ma vie, comme beaucoup d'entre nous je pense. Et ces vêtements-là vont beaucoup plus vivre parce qu'en fait, on va aussi mettre le prix dans le tissu. D'ailleurs, je te conseille de regarder aussi, si tu es intéressé par tout ça, l'Instagram Réuni. Je te conseille vraiment d'aller checker ce qu'ils font. Je les suis depuis leur début et je trouvais ça super intéressant. Si je retrouve le post, je te le mets juste ici. En fait, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient fait un camembert où ils expliquaient exactement combien le pull qu'ils avaient fait faire leur coûtait et combien est-ce qu'ils le revendaient. Et en fait, tu comprends qu'ils s'en mettent pas du tout plein les poches. Contrairement aux enseignes de prêt-à-porter qu'on connaît aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui si on vend un t-shirt à 1 euro, sachez qu'on fait quand même du bénéfice dessus. Donc juste posez-vous des questions, voilà, pose-toi les bonnes questions. Comment est-ce que ça se fait que même pour 1 euro j'arrive à me faire un bénéfice assez important, et donc moi c'est simple. Pour moi, de manière éthique, de manière aussi logique, en fait, quand je vais faire des essayages, je passe la moitié de la journée en train de faire des essayages et finalement rien ne me va. Et tout ce que je comprends en fait, c'est que je ne rentre pas dans les normes, que je ne peux pas avoir des vêtements parce que je ne rentre pas dans les normes. En fait, flemme. La vérité, flemme. Aujourd'hui, j'ai dépassé tout ce cap-là et c'est pour ça que pour moi, il y a un vrai problème entre le prêt-à-porter et les tailles. Qui soit volontaire, qui est en fait derrière tout ça une volonté de surconsommation, tout ça, ok, maintenant on en a conscience. Comment est-ce qu'on fait pour évoluer? Je sais pas toi, moi c'est bon, moi j'ai compris. Je veux directement m'adresser aux personnes qui peuvent répondre à mon besoin pour de vrai, que ce soit les petites moyennes entreprises ou sinon que ça soit directement genre du sur-mesure chez un créateur. Comme je t'ai dit, ça vaut pas si cher que ça, et au pire si t'as vraiment peur, ce que tu fais, c'est comme moi, c'est simple, tu prends tu fais un screen de ce que tu veux, tu donnes tes mensurations. Si tu sais pas les prendre, c'est pas compliqué du tout, n'hésite pas à m'envoyer un message si tu sais pas les prendre, ou sinon regarde sur internet, c'est super simple. Une fois que tu as fait ça, t'envoies au créateur en question et souvent ils répondent. Et puis voilà, si le prix te convient, c'est bon. Sinon, si ça te convient pas, c'est pas grave. Et il y en a plein. Il y a vraiment plein de personnes qui font ce métier-là. Et je trouve que moi, ça me permet d'avoir des vêtements qui me correspondent, d'avoir des vêtements qui sont vraiment à ma taille. Donc pour moi c'est vraiment la solution. C'est vrai que c'est pas en fait c'est pas forcément accessible à tout le monde, mais il faut aussi préciser quelque chose, c'est que moi les vêtements je les porte pendant 5 ans. La majorité des vêtements que j'ai, ils restent quasiment 5 ans, c'est entre 3 et 5 ans. Donc en fait les vêtements que je fais aujourd'hui, je vais les porter encore pendant allez on va dire 4 ans, et donc je vais pas en refaire tous les ans. Et je vais peut-être compléter un peu ici et là, mais en fait je trouve que c'est beaucoup plus rentable. C'était tout pour moi, j'espère en tout cas que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à commenter, dis-moi ce qui t'a plu, ce qui t'a pas du tout plu, est-ce que tu étais d'accord, est-ce que tu n'étais pas du tout d'accord. Et en tout cas j'espère que ça t'a plu. On se retrouvera très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je n'annonce pas encore le sujet de la prochaine vidéo, mais je suis sûre que ça va être intéressant. En tout cas, porte-toi bien, profite bien de tout ce que j'ai pu te dire. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as des remarques, des réflexions ou même des questionnements. En ce qui concerne la créatrice avec laquelle je collabore, la vidéo arrive. Mais je veux vraiment bien faire les choses. Et c'est pour ça que j'ai toujours pas donné ni son nom ni quoi que ce soit. Si tu veux directement la contacter, envoie-moi un message, je te répondrai et je te donnerai directement son contact, il n'y a pas de souci. En attendant, porte-toi bien, profite bien de ta vie et questionne-toi sur ta consommation. Bye!